Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin pour ce webinaire consacré aux fondamentaux du crédit d'impôt recherche. Donc, je suis Olivier Ekoué, directeur opérationnel de Myriad Consulting. J'ai un doctorat de chimie organique et j'ai fait 7 ans de recherche académique avant de me réorienter dans la fiscalité de la recherche et de l'innovation. Pour m'accompagner ce matin, il y a Salma Bendaou. Je vais la laisser se présenter rapidement. Bonjour et bienvenue. Je suis Salma Bendaou, je suis titulaire d'un doctorat en informatique spécialisé en intelligence artificielle. J'ai également fait 3 ans de recherche avant de me réorienter vers le métier de conseil. Alors en back-office se trouve Maureen Daman, notre collègue qui va prendre vos questions et répondre. Donc vous avez la possibilité durant ce webinaire de poser toutes les questions qui vous viendraient et on prendra un peu de temps à la fin pour y répondre. Alors, sans transition, voici les différents points que nous allons aborder au cours de ce webinaire. Donc, tout d'abord, nous allons faire une rapide présentation du dispositif du crédit d'impôt recherche. Nous allons voir qui peut bénéficier du crédit d'impôt recherche. Nous passerons en revue les activités éligibles. Euh, Nous vous présenterons un exemple de crédit d'impôt recherche, de calcul du montant. Nous verrons les différents postes de dépenses éligibles. Nous verrons également quel est le meilleur processus qui permet de sécuriser le crédit d'impôt recherche. Nous verrons aussi les pièges courants. Enfin, nous aborderons comment Myriad Consulting peut vous accompagner dans cette démarche. Et puis, nous aurons aussi une session de questions et réponses pour répondre à différentes questions qui pourraient survenir. Alors, tout d'abord, une rapide présentation de Myriad Consulting. Donc, Myriad Consulting appartient au groupe Myriad qui possède des bureaux au Royaume-Uni, en Irlande et en France. Nous sommes 19 employés au sein du groupe. Nous avons accompagné plus de 500 clients. Nous avons pu obtenir 320 millions d'euros de crédit d'impôt. Et puis, nous avons aussi pu lever 460 millions d'euros de subventions. Alors, Myriad Consulting existe depuis 5 ans, mais les autres filiales de Myriad, par exemple la maison mère, opère sur le territoire du Royaume-Uni sur les questions de crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation depuis à peu près 15 ans. Alors, le dispositif du crédit d'impôt recherche est le principal dispositif de soutien aux activités de R&D en France. En fait, il correspond à 30% des dépenses de R&D et ce jusqu'à 100 millions d'euros de dépenses. Donc, si au cours d'une année, vous dépensez à peu près 1 million d'euros dans vos activités de crédit d'impôt recherche, eh ben, vous pourrez récupérer sous forme de crédit d'impôt en 300 000 euros. Alors, ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt dû ou il peut être une créance reportable sur 3 ans. Il faut savoir que les PME peuvent récupérer immédiatement la créance, mais les ETI et les grands groupes, eux, doivent attendre 3 ans avant de pouvoir obtenir le remboursement de la créance. En général, il y a 4 étapes principales dans une mission de crédit d'impôt recherche. Tout commence par l'identification des projets R&D éligibles. Ça, c'est vraiment le premier point, c'est-à-dire d'identifier dans vos projets et dans votre activité quels sont celles et ceux qui répondent aux critères d'éligibilité. Ensuite, à tous ces projets, on va associer les dépenses. Donc, quelles sont les dépenses, les principales dépenses que vous avez consacrées pour réaliser vos projets de R&D. Une fois qu'on a déterminé le montant du crédit d'impôt recherche, on va pouvoir remplir le formulaire 2069 que vous allez transmettre à l'administration fiscale via télédéclaration. Et ensuite, ce crédit d'impôt, soit vous êtes bénéficiaire, auquel cas, il viendra réduire le montant de votre impôt, ou si vous êtes déficitaire ou que
ou que votre montant de crédit d'impôt recherche est supérieur à votre impôt, à ce moment-là, vous pourrez demander le remboursement partiel ou total de votre créance. Alors, qui peut bénéficier du crédit d'impôt recherche? Toute entreprise euh, en France soumise à l'impôt société ou à l'impôt revenu peut bénéficier du crédit d'impôt recherche. Donc, ça peut être des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles. Et les associations loi 1901 à but lucratif peuvent également déclarer du crédit d'impôt recherche. Il n'y a pas de critères de taille et il n'y a pas de critères de secteur d'activité. Alors, quelles sont les activités éligibles au crédit d'impôt recherche? Donc, je cède la parole à Salma qui va vous les présenter. Merci Olivier. Donc, les activités de R&D éligibles se répartissent en trois catégories. D'abord, on a la recherche fondamentale qui vise à produire de nouvelles connaissances théoriques sans objectif d'application immédiate. Ensuite, on trouve la recherche appliquée, donc qui consiste à utiliser ces connaissances pour répondre à un objectif précis ou résoudre un problème identifié. Et enfin, le plus répandu au sein des entreprises, on trouve le développement expérimental. Donc, il correspond à la phase de test, de prototype ou de pilote afin de lever des verrous scientifiques ou techniques. Donc, pour être éligible, un projet de R&D doit respecter plusieurs critères cumulés. Tout d'abord, il doit présenter une dimension de nouveauté ou de complexité, c'est-à-dire un caractère réellement innovant. Ensuite, il doit exister une incertitude scientifique ou technique, autrement dit, un problème dont la solution n'est pas connue d'avance. Le projet doit également conduire à une avancée technologique mesurable par rapport à l'état de l'art, donc il doit générer une nouvelle connaissance. Il doit s'inscrire dans une démarche structurée et méthodique avec un processus de recherche clairement défini, c'est-à-dire qu'on doit retrouver une méthodologie de travail, des étapes de processus expérimental, etc. Enfin, les résultats doivent être reproductibles, c'est-à-dire que la méthode ou le savoir-faire puisse être réutilisé. Donc, si jamais je vais utiliser la méthode proposée, je devrais être capable de l'utiliser telle qu'elle sans apporter de modifications. Donc, il est aussi important de noter que l'éligibilité s'arrête lorsque les incertitudes scientifiques ou techniques sont levées. Olivier, je te laisse la parole. Oui, alors on va prendre un exemple pour rendre les choses un peu plus concrètes. Donc, on va prendre le cas d'une entreprise déficitaire et le cas d'une entreprise bénéficiaire. Donc, admettons que vous ayez eu 1 million d'euros de dépenses éligibles. Votre crédit d'impôt recherche sera donc de 300 000 euros. Si vous avez été déficitaire durant l'année 2025, eh bien, ce crédit d'impôt recherche pourra vous être entièrement remboursé. Excusez-moi. Dans l'autre cas, si vous avez eu un bénéfice d'1 million d'euros au cours de l'année 2025, l'impôt à payer sera donc de 245 750 euros, donc, auquel vous allez déduire le montant du crédit d'impôt recherche. Et donc, le montant qui pourra vous être remboursé sera donc de 54 250 euros. Alors, il y a deux cas. Alors, ce crédit d'impôt, il peut être utilisé pendant 3 ans pour payer, par exemple, de la TVA et d'autres taxes et impôts. Et au bout de 3 années, le montant qui n'a pas été utilisé vous sera remboursé. Et si vous êtes une PME, une JEI, une jeune entreprise une entreprise innovante ou une société en redressement judiciaire, à ce moment-là, ce crédit d'impôt peut vous être remboursé immédiatement. Alors, immédiatement, il faut compter en pratique entre 1 voire 9 mois avant de percevoir le montant de la créance. Alors, si vous êtes bénéficiaire, comme on l'a déjà mentionné, vous aurez droit à un remboursement partiel de 54 250 euros. Donc, si vous êtes une PME, vous pourrez obtenir cet argent immédiatement. Sinon, vous devrez attendre 3 ans avant de percevoir le montant de la créance. Alors, quelles sont les dépenses éligibles? Aujourd'hui, les dépenses éligibles sont principalement les dépenses de personnel, auxquelles on ajoute les frais de fonctionnement.
Le matériel utilisé aussi, qui doit être amorti. Il y a toutes les activités de sous-traitance de la R&D et les activités de normalisation. À ces dépenses, vous devez déduire les subventions de recherche perçues, ainsi que les honoraires des cabinets de conseil comme les nôtres, si ces honoraires ont été calculés au prorata du montant du crédit d'impôt recherche. Alors, le principal poste de dépense, ce sont les dépenses de personnel. Donc, les ingénieurs, docteurs, techniciens, apprentis, stagiaires, intérimaires, le personnel mis à disposition ou, par exemple, des VIE peuvent être pris en compte dans vos dépenses de personnel. Alors attention, pour la mise à disposition de personnel ou les VIE, il faut que ils se trouvent au sein de l'Union européenne. Si vous avez un VIE, par exemple, au Japon, ou une personne mise à disposition qui se trouve au Canada ou à Singapour, ça ne pourra pas rentrer dans le champ du crédit d'impôt recherche. Alors, le personnel qui ne pourra pas rentrer, ce sera le personnel de soutien ou le personnel de maintenance qui est hors du cadre du crédit d'impôt recherche. Les principaux documents justificatifs, ça va être des tableaux de suivi de temps, le livre de paie annuel, les bulletins de salaire et la copie du plus haut diplôme obtenu ou le CV de la personne valorisée. Alors, les dépenses de fonctionnement sont calculées forfaitairement et il y a deux taux. Donc, il y a un premier taux qui est de 75%, qui est appliqué sur l'ensemble des dotations aux amortissements. On ajoute également 40% des dépenses de personnel éligibles. Et les frais de fonctionnement couvrent par exemple les achats de matières premières, les achats de composants, de consommables. Ça peut être des frais de formation, des frais de déplacement et les salaires du personnel de soutien et de maintenance des équipements et des laboratoires. Donc plutôt que de faire de l'épicerie, on considère des montants forfaitaires qui couvrent ces dépenses annexes. Ensuite, concernant le matériel, il faut que ce matériel soit du matériel neuf. Donc ça exclut tout le matériel d'occasion ou le matériel qui est loué. Ça peut être les locaux, les locaux R&D peuvent rentrer dans le champ si ceux-ci sont amortis. Donc il y aura tout le matériel scientifique, les ordinateurs, les logiciels de simulation, les prototypes et lignes pilotes qui servent à la mise au point des nouveaux procédés ou des nouveaux produits. Sont exclus, par exemple, le mobilier, les écrans, les imprimantes, qui ne rentrent pas dans le champ du crédit d'impôt recherche. Et les principaux documents justificatifs qui peuvent vous être demandés, ça va être l'extraction des dotations. Ça peut être des factures d'achat de ce matériel. Si vous avez du matériel en crédit bail ou vos locaux sont en crédit bail, à ce moment-là, on vous demandera l'attestation bancaire et ainsi que le contrat de crédit bail. Et si le matériel est utilisé à la fois pour des activités de recherche et développement et à la fois pour la fabrication, il faudra déterminer un temps d'utilisation pour la seule recherche. Alors, un autre poste de dépense important sont les dépenses de sous-traitance. Et il y a 3 conditions qui sont cumulatives à respecter pour pouvoir prendre en compte ces dépenses. La première condition, c'est que le prestataire bénéficie d'un agrément crédit d'impôt recherche. Alors, ça peut être un prestataire public ou privé, mais dans tous les cas, il faut que ce prestataire ait un agrément. Ensuite, il y a une condition de territorialité. Il faut que le prestataire soit situé au sein de l'Union européenne ou en Islande ou en Norvège. Donc, ça exclut tous les prestataires situés hors de l'Union européenne, par exemple le Canada, États-Unis, Singapour. Tous les prestataires basés en Suisse, au Royaume-Uni ou en Andorre ne pourront pas également rentrer dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Enfin, la troisième condition, c'est la nature de la prestation réalisée. Il faut que la prestation soit une activité de recherche et développement. Donc ça exclut du champ toutes les prestations hors recherche et développement. Alors par exemple, on peut citer la fourniture d'échantillons, tous les frais juridiques, le conseil en marketing et stratégie, les frais de communication, tout conseil à l'exportation, les achats de matières premières, la formation.
sont certes des prestations, mais qui ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche. Et les documents justificatifs principaux, ça va être l'extraction des comptes 604, 611, 617 et 622. Ça va être les factures et les contrats de prestation. Ça va être les cahiers des charges que votre prestataire va réaliser. Dans certains cas, ils peuvent même vous fournir des livrables, des rapports, des études. Et puis, il est important d'établir un lien entre la prestation et le projet de R&D. Alors, à ces dépenses éligibles, nous allons déduire les subventions publiques perçues pour le projet. Donc ça peut être des subventions publiques, ça peut être des subventions, mais ça peut être aussi des avances remboursables ou des prêts à taux zéro. Et la qualification de la subvention est importante parce qu'on ne va pas déduire une subvention de fonctionnement, une subvention qui couvre d'autres dépenses que la R&D. Par exemple, les aides aux apprentis ne sont pas considérées comme des subventions R&D, même si l'apprenti participe à des projets de R&D. Et les principaux documents justificatifs, en fait, on va retrouver les subventions dans le Grand Livre de compte 74. On va s'appuyer sur les conventions qui sont établies entre l'organisme de financement et la société. Et on va utiliser le tableau de financement pour ne déduire que la part R&D de votre subvention. Alors, je laisse la parole à Salma qui va vous présenter le processus le plus adéquat pour sécuriser votre crédit d'impôt recherche. Merci Olivier. Afin de sécuriser la démarche de R&D, il est recommandé de suivre un processus structuré en plusieurs étapes, telles que présentées ici. Donc, la première étape consiste à réaliser une cartographie des projets afin d'identifier tous les verrous scientifiques ainsi qu'analyser l'état de l'art. Ensuite, vient la structuration technique. Donc, ça consiste à formaliser un dossier qui décrit le contexte, les objectifs, les verrous scientifiques ainsi que la démarche expérimentale. La troisième étape de ce processus concerne la sécurisation financière, c'est-à-dire il faudrait avoir une ventilation précise des temps, la justification des ressources et la bonne prise en compte des subventions. Comme l'a expliqué Olivier, on ne va pas prendre en compte toutes les subventions. Enfin, la dernière étape consiste en l'anticipation d'un éventuel contrôle fiscal. Donc, cette étape se réalise en constituant un dossier complet et cohérent en documentation. Donc, avoir la documentation technique ainsi que le dossier financier, donc, qui reprend tous les éléments financiers utilisés dans cette opération de R&D et se préparer à une éventuelle demande d'information en fournissant donc ces deux documents techniques et financiers. Dans la pratique, plusieurs pièges reviennent régulièrement dans les projets de R&D. Donc, on dénombre trois catégories. Donc, d'un point de vue technique, une erreur fréquente consiste à présenter uniquement le résultat final. Donc, sans expliquer les verrous scientifiques, sans expliquer la problématique, sans faire un état de l'art. Donc, on observe parfois l'absence d'analyse de l'état de l'art, donc ou la comparaison avec ce qui a été fait précédemment. Ou bien une autre erreur majeure consiste en la confusion entre innovation produit et la véritable R&D scientifique. Sur le plan financier, les erreurs concernent souvent la ventilation de temps ou l'intégration incorrecte de la sous-traitance et des subventions. Parfois, on prend en compte un sous-traitant qui n'est pas agréé. Parfois, on n'a pas un suivi du temps qui explique le rôle de chaque personne impliquée dans le projet avec le temps passé dessus. Et enfin, la troisième catégorie concerne les pièges stratégiques. Donc, comme une documentation réalisée trop tard, donc c'est-à-dire au lieu d'avoir un document préparé étape par étape dès le départ ou dès le démarrage de l'opération de la R&D, on le fait en aval. Il y a un manque de traçabilité, donc on ne trouve pas de suivi de temps, on ne sait pas qui a fait quoi, ou l'absence de cartographie de projet. Donc, en fait, éviter ces pièges est essentiel pour garantir la solidité du dossier. Olivier, je te laisse la parole. Oui,
Alors, comment est-ce que Myriad pourrait vous accompagner? Donc, en général, une mission de crédit d'impôt recherche inclut les étapes suivantes. D'abord, on a un lancement de mission où on va vous présenter le dispositif du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation en détail. On va définir les différents jalons de la mission et puis on va apprendre à connaître votre structure, votre activité R&D et votre organisation R&D. Donc, à l'issue de cette phase, on va procéder à un diagnostic d'éligibilité de vos projets. Donc, on va passer en revue vos différents projets et voir ceux qui répondent aux critères du crédit d'impôt recherche, du crédit d'impôt innovation ou qui ne rentreraient pas dans le cadre. On peut aussi voir comment on peut faire rentrer un projet dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Donc, une fois qu'on a identifié les projets, on va rattacher à chaque projet les différentes dépenses. Donc, pour rappel, donc, qui a participé, on va identifier qui a participé au projet, quel est le matériel qui a été utilisé, est-ce que ce matériel est amorti ou est-ce qu'il a été passé en charge. On va voir quels sont les prestataires qui sont intervenus dans le projet. On va vérifier qu'ils sont bien agréés. On va vérifier où ils se situent et quelle est la nature de la participation du prestataire au projet pour vérifier qu'il rentre bien dans le cadre. À l'issue de cette étape, on va pouvoir déterminer le montant de crédit d'impôt recherche auquel vous pouvez prétendre. Nous allons préparer les différents formulaires. Ils vont être transmis, ils vont vous être transmis et puis vous pourrez les transmettre à votre expert comptable pour qu'il puisse les télédéclarer. Nous allons rédiger un dossier technique qui présentera les différentes activités éligibles. Et puis, on va aussi préparer un dossier financier avec les différentes pièces comptables permettant de justifier toutes les dépenses. Et en cas de contrôle fiscal, bien entendu, nous pourrons vous assister pour vous aider à répondre à toutes les questions soulevées soit par l'administration fiscale, soit par le ministère de la Recherche. Alors, ça peut être un contrôle fiscal. Et si vous demandez le remboursement de votre créance, on parle alors de demande d'information. C'est-à-dire qu'avant de vous rembourser les montants de crédit d'impôt recherche, l'État va vouloir que vous le transmettiez tous les justificatifs, à la fois techniques et financiers, avant de vous rembourser les sommes. Ensuite, on peut, bien sûr, au cours de la mission, prévoir des formations pour former vos équipes au crédit d'impôt recherche et au crédit d'impôt innovation. On peut vous fournir des modèles de feuilles de temps pour pouvoir pointer le temps passé par vos équipes aux différents projets. On peut vous aider à obtenir le statut jeune entreprise innovante, voir si vous êtes bien éligible au statut et vous accompagner dans la sécurisation de l'obtention du statut. Et puis, on peut aussi vous donner des conseils sur l'obtention de subventions, parce qu'il existe énormément de guichets finançant des activités de R&D et ce, à différents niveaux. Donc, vous pouvez obtenir des subventions soit au niveau régional, au niveau national et au niveau européen. Donc, on vous aide à y voir plus clair. Alors, si vous avez des questions suite à ce webinaire, bah, n'hésitez surtout pas soit à nous contacter directement ou soit à nous écrire à nos adresses email respectives. On prendra le temps d'y répondre avec plaisir. Merci beaucoup, Salma et Olivier, pour cette présentation qui était parfaite. On va passer désormais à la partie questions et réponses. Donc, vous voyez en haut de votre écran à gauche, vous avez une rubrique qui s'appelle Q&R. Les questions se trouvent sur votre droite. Nous avons déjà reçu une question qui concernait la réception de la présentation par email, l'enregistrement, je veux dire. Donc, vous allez bien recevoir cette présentation d'ici 2 jours maximum, normalement. On va passer à une série de questions que nous avons reçues en amont de la présentation. Je vais les inscrire dans la partie questions et réponses. Comme ça, vous pourrez les consulter. Et Salma et Olivier vont
tour à tour y répondre, il me semble. Voilà, je vous les inscris de suite. Est-ce que tu peux nous lire la première question? Oui, je les copie juste, hop, Oui. voilà, pour que les personnes qui assistent au webinaire puissent suivre. Alors, D'accord. la première question, la société doit-elle exister depuis moins de X années pour être éligible au CIR ou cela peut-il être actionné à n'importe quel moment de la vie d'une entreprise? Bon, non, il n'y a aucune condition d'âge pour bénéficier du crédit impôt recherche. En fait, une entreprise peut mobiliser le CIR à n'importe quel moment de sa vie, dès lors qu'elle réalise des travaux de R&D répondant aux critères d'éligibilité et puis, bien entendu, qu'il y ait des postes de dépenses. Donc, pour résumer, dans les seules conditions, c'est la nature des travaux réalisés et les dépenses qui soient liées à la R&D développée. Très bien, merci Salma. Je vais passer à la question suivante. Concernant l'éligibilité des prestations en assistance technique, comment distinguer concrètement une prestation éligible d'une simple mise à disposition de compétences? Alors, si la prestation consiste à l'intervention d'un ingénieur au sein d'un donneur d'ordre, ce qu'on va mettre en avant, ça va être le projet dans lequel intervient cet ingénieur. C'est cette intervention-là qui va permettre de justifier la prise en compte de l'intervention de l'ingénieur dans le projet. Donc c'est l'action qu'il réalise dans le cadre du projet. Donc on va présenter le projet, son contexte, ses objectifs et on va présenter les travaux réalisés par l'ingénieur en particulier. Donc on ne va pas présenter tous les travaux réalisés, mais on va vraiment se contenter de présenter les travaux qui auront été réalisés par cet ingénieur. Donc c'est comme ça qu'on peut justifier la participation d'un ingénieur ou d'un technicien à un projet de R&D pour un donneur d'ordre. Très Euh, bien, merci Olivier. Ah pardon, tu avais quelque chose à rajouter? non, Très bien, je vais passer à la question suivante. Quels critères permettent de démontrer que le consultant participe réellement aux travaux de R&D du client? Donc, pour démontrer cette participation, il faut pouvoir montrer sa contribution aux travaux effectués, que ce soit aux expérimentations, à la conception technique, à l'établissement des verrous techniques du projet ou par la production de livrables. Donc, il faudrait avoir de la traçabilité. Donc, soit on retrouve les comptes rendus techniques, la documentation du projet, donc qui détaille les travaux effectués ainsi que le suivi du temps passé sur les activités de R&D qui montre combien ce consultant ou cet ingénieur, il a passé du temps sur telle ou telle étape des travaux de R&D effectués. Très bien, merci Salma. Merci à celles et ceux qui posent des questions. On verra si on a le temps d'y répondre par la suite. Je continue d'abord dans un premier temps sur la liste de questions déjà mentionnées. Question suivante, du coup, la présence d'un encadrement technique côté client remet-elle en cause l'éligibilité? alors pas du tout, c'est pas du tout un critère qui est gênant pour la prise en compte, de, de cette prestation. Au contraire, je dirais qu'il faut qu'il y ait un encadrement. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait au moins un ingénieur qui s'occupe de la gestion, du projet et qui, encadre justement les différents intervenants. Je dirais même que la présence d'un encadrement technique renforce l'éligibilité, de la prestation. Très bien, merci Olivier. Je vais passer du coup à la question suivante. Euh, le fait que le client final déclare déjà du CIR impacte-t-il la participation d'un prestataire? Oui, effectivement, cela peut avoir un impact. Si le prestataire il est agréé CIR, le client donc peut intégrer les factures de ce dernier dans ses dépenses éligibles. Donc, il faudrait être vigilant sur un point essentiel qui est, il faudrait éviter toute double déclaration. Donc, si le client final déclare dans son CIR les factures de ce prestataire, ce dernier ne peut pas
déclarer les mêmes travaux de R&D effectués. Donc, il faudrait éviter la déclaration 2 fois des mêmes travaux effectués par 2 acteurs différents. Alors, pour préciser ce point, en fait, le prestataire pourrait, dans ce cas, euh, déclarer ce projet, mais il doit déduire le montant des factures hors taxes facturées à son client final. Ce qui se peut qu'il ait passé plus de temps, passé plus de temps que ce qu'il a facturé à son donneur d'ordre sur son projet R&D pour travailler sur un point ou l'autre. Donc, il est possible pour un prestataire agréé de déclarer ce temps, mais en déduisant le montant des factures hors taxes. Très bien, merci Olivier. Je vais passer à la question suivante. Est-ce que le fonctionnement est identique au crédit impôt innovation? Si oui, dans quelle mesure? Je réponds, Olivier? Oui, je te laisse Ok. répondre. Donc, en fait, le fonctionnement est assez proche, mais le périmètre n'est pas le même. Le CIR, il concerne les travaux de recherche et de développement, donc la R&D, avec des verrous scientifiques ou techniques à lever. En revanche, c'est le crédit impôt innovation, lui, il concerne plutôt l'innovation produit, c'est-à-dire la conception de produits nouveaux pour le marché. Donc, il y a une autre différence importante, c'est que le C2I, il est réservé aux PME, tandis que le CIR, il est accessible à toutes les entreprises. Très bien, merci Salma. On va terminer sur cette question qui nous avait été posée en amont et on va ensuite passer aux questions du fil de questions et réponses. Donc, dernière question. Les recherches en design management, organisation et modèle économique, produits, usages, industriels, process, sont-elles éligibles directement ou indirectement? Alors, les recherches en design management ne sont pas éligibles au titre du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation. Par contre, toutes les activités qui concernent, par exemple, le design produit, elles pourraient rentrer dans le cadre du crédit d'impôt innovation. De même, pour tout ce qui est procédé, normalement, le développement d'un nouveau procédé n'est pas éligible au crédit d'impôt innovation. Mais si le procédé soutient le développement d'un nouveau produit, à ce moment-là, on peut faire rentrer ces dépenses dans le cadre du crédit d'impôt innovation. Et pour tout ce qui est développement procédé, ils peuvent rentrer dans le cadre du crédit d'impôt recherche pour autant que, que l'opération vise à lever un verrou scientifique, qu'on ait vraiment des difficultés pour atteindre l'objectif. Mais sinon, tout ce qui est design management, donc le développement de nouvelles organisations, de nouveaux modèles économiques et la gestion à proprement parler de l'innovation ne rentre pas dans le cadre ni du crédit d'impôt recherche, ni du crédit d'impôt innovation. Très bien, merci Olivier. Et Selma aussi. On va passer aux questions qui nous ont été posées pendant la présentation. Donc, je les ai listées sur le côté pour les personnes qui souhaiteraient les relire et suivre pendant le questionnement. Je vais les relire une à une pour nos experts. Alors, première question. Est-ce que les dépenses faites sur l'exercice fiscal N-1 sont encore éligibles? En fait, oui, on peut travailler en rétro jusqu'à N-3. Bien sûr, il faudrait que les dépenses en elles-mêmes soient éligibles et correspondent aux critères exigés par le crédit impôt recherche. Mais on peut travailler jusqu'à N, enfin, on peut déclarer, pardon, jusqu'à N-3. N-2. N-2, pardon, j'ai compté le N aussi. Ouais, 25. Donc, on peut encore déclarer des dépenses de 2024 et de 2023. Il est encore possible de les déclarer. Par contre, pour les dépenses de 2022, l'année est prescrite. Très bien, merci Olivier. Question suivante. Est-ce que les coûts R&D d'une ressource basée en Autriche, mais qui développe ce prototype produit pour l'entité française de mon entreprise, peut-il être pris en compte? Alors,
Pour ce faire, il faut que l'entité située en Autriche soit agréée. Donc, si elle n'est pas agréée, l'entité a la possibilité, pour l'année 2026, de déposer un dossier de demande d'agrément. Elle a jusqu'au 31 mars pour l'envoyer via la plateforme du ministère de la Recherche. Et donc là, elle pourra potentiellement se faire agréer en 2026. Ensuite, sur la question de la territorialité, elle est située au sein de l'Union européenne. Et enfin, si elle développe un produit ou prototype qui est éligible au sens du crédit d'impôt recherche, à ce moment-là, la facture pourra potentiellement être prise en compte par l'entité française. Très bien. Merci Olivier. Question suivante. Est-ce que le matériel de R&D loué est pris en compte? Déjà, il faudrait que ce matériel soit directement utilisé en R&D, mais pour ce qui est de la location, ça dépend. Si c'est amorti, ça pourrait être pris en compte, mais uniquement sur les périodes utilisées dans le cadre de la R&D, sinon, c'est pas pris en compte. Très bien. Merci Salma. Si le projet fait acte déjà d'une production immobilisée depuis plusieurs années et que le dossier CIR n'a jamais été réalisé, est-il trop tard? Alors, si le projet est déjà immobilisé et qu'il est en production, ça me semble compliqué de valoriser le. Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend jusqu'à quand on peut, parce qu'on peut remonter sur 24 et 23. Donc, si il y a des dépenses de R&D sur cette période, à ce moment-là, même si maintenant le projet est immobilisé, on pourrait prendre en compte les dépenses réalisées en 23 et 24 sur la partie R&D. Donc tout va dépendre de quand ont été réalisées les actions de recherche et développement. Merci Olivier. Je vais passer à la question suivante. Sommes-nous tenus de vérifier si notre prestataire a déclaré nos travaux en CIR? Alors pas du tout. C'est de la responsabilité du donneur d'ordre de vérifier l'éligibilité du prestataire et des travaux réalisés. Ce n'est pas au prestataire de vérifier si ces travaux ont été déclarés ou non. Donc lui aura la possibilité de déclarer son propre crédit d'impôt recherche pour des projets qu'il a réalisés en interne. Et si le projet en question a fait l'objet d'une facturation, à ce moment-là, il devra déduire les montants hors taxes de cette prestation. Très bien. Merci Olivier. On a une dernière question et une autre question qui nous vient de Élise Broucaré. Je n'ai pas très bien compris. Si elle peut repréciser sa question, ce serait parfait. Donc l'avant-dernière question concerne la veille technologique. Donc, est-elle toujours prise en compte? Alors la veille technologique n'est plus prise en compte, sauf si vous avez eu des dépenses en tout début d'année 2025, donc entre le 1er janvier et le 15 février 2025. À ce moment-là, vous pourrez prendre en compte ces factures, mais sinon, vous pouvez considérer que la veille technologique n'est plus éligible, pour simplifier. Très bien, merci. On attend toujours la précision sur la question de Élise Broucaré. Si elle veut bien nous donner la réponse, pouvoir y répondre. C'était pour la production immobilisée de Ah. Monsieur Ekwe qui était en train d'y répondre. D'accord. Ok. Du coup, c'est bon, je pense. Très bien, merci à tous. Je vais laisser Olivier et Salma conclure s'ils veulent bien. Oui, merci Maureen. Alors au nom de Myriad Consulting, nous souhaiterions vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Nous avons essayé d'être le plus succinct possible pour aborder un sujet complexe.
Donc, si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez surtout pas à nous poser, soit à nous contacter directement, ou soit à nous envoyer vos questions par email, et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Nous vous souhaitons une agréable journée, et puis de toute façon, le webinaire, le replay du webinaire vous sera transmis par email, et ainsi que le lien pour pouvoir revisionner le webinaire ou la présentation, si vous souhaitez revenir sur certains points. En tout cas, merci et à Merci. bientôt. Bonne Merci journée à beaucoup et toutes et bonne à journée. tous.